Je fais des cauchemars. Je fais beaucoup de cauchemars. Beaucoup trop. 3 à 4 chaque nuit. J'essaie de les noter dans un carnet posé sur ma table de chevet. Ça fait maintenant un mois que j'emmagasine les récits de mes nuits agitées, ou les simples bribes encore dans ma mémoire. Mes nuits se passent toujours de la même façon. Je vais me coucher, je me réveille avec le cœur battant vers 2 ou 3 heures du matin. J'ouvre mon carnet, j'écris ce dont je me souviens, puis je me rendors. Je me réveille en sursaut à 4h09, j'ouvre mon livre, j'écris, je me rendors. Pour finir, je me réveille tétanisée à 6h30, j'ouvre mon journal lentement, j'écris encore en tremblant, et soit je continue le supplice encore une fois, soit je me lève. Je n'ouvre jamais mon carnet en journée. En fait, je ne l'ai jamais ouvert, sauf pour noter mes terreurs nocturnes. J'ai peur de m'en souvenir. Je vois un psychologue depuis quelques mois. Il m'encourage à l'ouvrir, à lire, à affronter et vaincre mes peurs. Il dit que mes cauchemars s'arrêteront peut-être si je ne les refoule pas. C'était déjà lui qui m'avait encouragé à acheter le carnet. Si j'écris ces lignes, c'est parce que ce soir je vais le faire. Ce soir, je ne vais pas dormir. Je vais lire et réécrire sur ces feuilles, ces rêves qui me hantent. Quand j'aurai fini, j'écrirai mon ressenti. Je n'ai pas fini de lire mes cauchemars. En réalité, je n'en ai lu que 3. Mais une personne apparaît dans ces 3 cauchemars. Au cours d'une même nuit, j'ai rêvé 3 fois de la même personne. Ce serait un homme, plutôt petit et un peu gros, un sourire au coin des lèvres. Il me fixerait, peu importe la situation. Ça commence déjà à être dérangeant. Je continue. Voici des extraits. Numéro 7. Ma sœur se trouve le crâne rasé dans une salle de bain. Son corps nu est recouvert de ses cheveux qui viennent de raser. Elle me fixe. Elle me répète que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Elle regarde par-dessus mon épaule. Elle se fige. Je me retourne. L'homme me dit que je ne pourrai pas sauver les gens que j'aime. Numéro 10. Je suis devant un miroir. Mon reflet me sourit alors que je ne souris pas. Il se met à rire de plus en plus fort. Il hurle de rire. Son rire résonne dans mon crâne. Il frappe à l'intérieur du miroir. Je cligne des yeux. Je me retrouve dans le miroir. Il me demande en continuant de rire. Qu'est-ce que ça fait d'être le reflet de soi-même? Deuxième battement de cils. C'est maintenant l'homme qui se tient face à moi. Il sourit. Je lui dis, qu'est-ce que ça fait de ne pas être réel? Je suis là, non? Comment puis-je être plus réel? Numéro 11. Une pièce sombre, je ne vois rien. Mes parents sont éclairés au loin. L'obscurité m'oppresse. Mon cœur me fait mal. Il me regarde avec pitié. Je suis moi enfant, j'ai peur. Mes parents partent. J'essaie de les suivre. Mais mes bras sont retenus. Je me débat, je ne les vois plus, ils sont partis. Une main rassurante se pose sur mon épaule. C'est l'homme. Papa, maman, vous ne m'aimez pas. J'ai prêté mon carnet à mon psychologue. Je n'ai pas dépassé le 11e souvenir. Il m'a dit que ce n'était qu'une progression, que je suis perturbée par quelqu'un et que mes rêves sont sans doute ce que je rejette. Une vérité glacée, il faut que je brise. J'ai hurlé en plein milieu de la séance. Je me rappelle de chaque mot que j'ai hurlé comme si je les avais appris par cœur. Docteur! Docteur, arrêtez vos phrases qui n'ont aucun sens. Comprenez-moi, aidez-moi. Sauvez-moi ou achevez-moi. Il m'a dit de me reposer. J'ai peur. J'ai peur de fermer les yeux, de les ouvrir. J'ai peur d'être fatiguée, de dormir. J'ai peur de le voir encore. L'homme, voilà comme il s'est présenté à moi. Je ne sais plus quand il l'a fait. L'a-t-il seulement fait? Il me l'aurait dit avant que j'écrive ces cauchemars. Après, il me l'a dit en rêve. L'ai-je vu avant que mes nuits deviennent abominables? Il faut que je dorme. Mon Dieu, ayez pitié. Toujours le même rituel nocturne. Je ne me souviens toujours de rien. Je tourne en rond. Tout ce qu'il y a autour de moi me protège. Chaque meuble, chaque regard, chaque sensation me rappelle que je ne dors plus. Je suis réveillée. Il n'est pas là.
J'ai décidé d'arrêter de lire mes anciens rêves. Je vais juste lire ce que j'ai écrit la veille. J'ai la sensation que ce me sera plus utile. Numéro 34. Il y avait un bloc de marbre, je crois. L'homme taillait quelque chose dedans. Un travail qui me demanda du temps. Il me laissa voir son œuvre. Un homme avec une capuche qui avait l'air d'avancer avec crainte. Il me regarda d'un air surpris. Il m'a demandé si je me souvenais. Non, non, je me souviens pas. Mais je lui ai répondu, ça arrive. Numéro 35. J'étais devant les corps démembrés de mon père et de ma sœur dans cette voiture accidentée que je vais aller brûler. Tout était prémédité. Une balade, un virage trop serré, puis le fossé. Le meurtre de ma sœur, un tournevis dans la trachée lui avait suffi. La torture du père, puis la dissection et enfin le bûcher. Et je ne l'ai regardé brûler, brûler sans rien ressentir, sans rien dire, sans rien penser. Je porte un masque, je me vois de l'extérieur. C'est le visage de l'homme. Je m'arrête au numéro 35, le dernier sera pire que les autres. Je n'ai plus la force de suivre ça, je suis en larmes. Qu'est-ce que c'est, cet homme? Pourquoi je dois subir ça? Je n'en peux plus. Je m'en vais. En me levant, j'ai eu un flash, un cauchemar. Peut-être est-il dans le carnet, mais j'ai un mal de crâne horrible. Voilà ce dont je me souviens. J'étais de nouveau enfant. Mes parents paniqués voulaient me mettre en pyjama avant de sortir de la maison pour nous cacher dans une cave. Une immense tornade comme on en voit dans les films fonçait droit sur nous. Lentement, irrémédiablement. Hypnotique, elle avançait. Je refusais de m'habiller, absorbée par sa sinistre fureur. Elle avala la maison d'en face dans un vacarme assourdissant. Mes parents hurlaient, mais plus rien ne comptait. La tornade arrivait doucement avec une puissance terrifiante. La sensation du verre de la fenêtre qui se brise s'est fait ressentir. Puis plus rien. Le temps était soudainement comme arrêté. Quelqu'un me tendait la main. Il a dit qu'il était l'homme qui pouvait me sortir de là. J'ai pris sa main et il me ramena à lui. Il m'embrassa et il me lécha lentement le cou. J'étais paralysée. Il me murmura que tout allait changer pour moi. Il commença à glisser sa main dans mon pantalon. Je le regardais horrifié. Le temps redémarra, la tornade nous broya. Comment je peux me rappeler de façon aussi précise? Je reste de longues minutes à fixer cette feuille. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que ça? Je prends une valise de hasard. Je mets des affaires à la va-vite dedans. Je dois partir d'ici, je me sens épiée. Je me sens en danger. J'ai l'impression d'avoir été violée depuis que je l'ai écrit. Je deviens complètement fou et ignoble. Ou bien est-ce vraiment arrivé? Je deviens fou. Je deviens fou. Je suis fou. J'ai roulé sans m'arrêter pendant des heures. Je suis bloquée sur une aire d'autoroute sans essence. Alors j'écris en attendant le réparateur. Je pense juste que ces cauchemars m'ont abîmé l'esprit. J'ai besoin de vacances. Si on me demandait pourquoi je suis partie comme ça de chez moi, ou bien pourquoi je roule dans une direction sans m'arrêter depuis des heures et sans avoir pensé à prendre de l'essence, je répondrais que je ne sais pas, mais que je ne dois pas rester. J'ai envie de partir, mais je regrette d'être partie. Le réparateur ne va pas tarder. Il est temps. Il fait presque nuit. Je me suis endormie. Où est mon carnet? Tant pis. Numéro 37. Je suis dans un cimetière. Il fait noir, je suis angoissée. Il n'y a pas un bruit, j'ai les mains pleines de sang et j'ai une pelle près de moi. Je me mets à creuser dans une tombe et un squelette animé sort de la sépulture. Il se met à me mordre et à arracher ma chair avec le peu de dents qui lui reste. Je ne peux pas bouger, je ne peux que ressentir la douleur de la chair qui l'arrache. Puis je vois mes parents arriver loin dans leur voiture et je crie, mais ils ne se pressent pas trop. Au fur et à mesure que le squelette me mange, il se transforme peu à peu en moi-même. Et moi en squelette. Il me pousse dans la tombe et il la referme. Puis mes parents arrivent et le squelette part avec eux. Papa, maman, pourquoi? L'homme tend la main vers la tombe et il dit que le choix est déjà fait. Il est 2h34, il n'arrivera pas ce soir. Je vais dormir dans ma voiture. Je ne trouve plus ce foutu carnet. Numéro 38. L'homme descend dans une cave. Un enfant et sa mère sont enchaînés. Je suis comme invisible dans un coin de la pièce.
Il sourit à la mère et il se met à la frapper, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit inerte à terre. Il lui enlève le peu d'habits qu'elle avait et demande à l'enfant de la regarder. Il ne la regarde pas, l'homme insiste. Le gamin regarde par terre, l'homme laisse la femme avec l'arcade sourcilière ouverte, le visage boursouflé et ses côtes fêlées. Le petit de 8 ans vient de lever la tête, il fixe l'homme qui fait de même. L'homme prend la tête de l'enfant et il la frappe contre le mur. Il déshabille ensuite l'enfant, il met sa braguette et il sourit. Je viens de fermer les yeux, je me bouche les oreilles autant que je peux. L'enfant hurle, la mère supplie d'être prise à la place de son fils. Puis, le silence. Je rouvre les yeux, la salle est vide. Il ne reste plus que du sang séché. Il me fixe. Tu sais ce qui t'attend maintenant, dit-il avec des sanglots dans la voix. Il me saute à la gorge. Il essaie de m'étrangler. Mais ton choix est déjà fait, n'est-ce pas? Je ne peux plus dormir. Je ne peux plus dormir, je n'en peux plus. Je craque. Ceci est donc une très longue lettre d'adieu. Ces rêves m'ont tué. Ces rêves m'ont... Non, l'homme de mes rêves, l'homme dans ma tête m'a tué. J'ai un pistolet dans ma valise. Le voilà, mon choix est fait, ça te va? Une voiture klaxonne derrière. Quelqu'un sort de la voiture. Il s'approche de ma fenêtre. Ça va aller? Qu'est-ce que vous faites ici? Je lui ai expliqué mon trajet et le fait que j'attendais une dépanneuse. Où allez-vous? Je peux vous déposer? Peu importe où. Un endroit calme où je pourrai enfin dormir pour l'éternité. Une balle de plomb sera mon somnifère. Je prends ma valise, mon pistolet est dans ma poche. Je me sens mal à l'aise, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Dans la main vers la valise, il est éclairé par les phares de sa voiture. C'est un homme petit et un peu gros. Votre choix est fait? Où avais-je entendu ça? Où l'avais-je déjà vu? Je ne sais plus. Mais je sais que si je pars avec lui, je serai témoin d'un spectacle que je ne veux pas voir. Je me suis jetée sur lui et je lui ai défoncé le crâne avec le crosse du pistolet. Il est mort. Il est mort. Je l'ai tué. J'ai le sentiment d'avoir sauvé des dizaines de personnes. Je vais bien dormir ce soir. Je mets ma capuche et j'avance avec crainte. Ceci n'est donc pas une lettre d'adieu mais un aveu. J'ai tué un monstre et j'ai adoré ça.